La société Elio est en fait une société de services en efficacité énergétique qui va fournir et proposer à ses clients toute une série de services, par exemple fournir de la chaleur, fournir de la vapeur à des industriels, chauffer une piscine, chauffer une école maternelle. Et donc pour faire cela, Elio va en fait acheter des énergies primaires, donc ça peut être du charbon, du fioul et également de la biomasse, transformer ces énergies sur des sites industriels qu'il va concevoir et exploiter pour fournir de la vapeur à ses clients. Et les principaux clients d'Elio sont soit les collectivités, soit les industriels. C'est un peu pour le particulier. Pour développer la filière biomasse en France, et notamment la production d'électricité et de chaleur, l'État fonctionne par série d'appels d'offres, et c'est la Commission de régulation de l'énergie qui porte en fait ces appels d'offres. Donc il y a eu un premier appel d'offres qui a eu lieu en décembre 2003, sur lequel Elio a remporté 2 projets, et il y a eu un second appel d'offres en décembre 2006, qui a été rendu public il y a un petit peu moins d'1 an maintenant, et qui a permis à Elio de gagner 3 nouveaux projets, et notamment un projet qui est dans le sud-ouest de la France, qui est un projet situé sur la plateforme de Lac. La plateforme industrielle de Lac est une plateforme qui est exploitée par plusieurs industriels et principalement Total, notamment pour faire toute une série de services et d'utilités sur le site. Et l'idée est d'assurer la pérennité de cette plateforme industrielle avec de nouveaux projets, on va dire, vecteurs de développement. Et donc c'est sur cet emplacement-là que nous, on a souhaité bâtir un projet de cogénération de biomasse qu'on a appelé Biolac, et qui aura pour objectif donc de produire de l'électricité qui sera revendue à l'État pendant 20 ans et de produire de la vapeur qui, elle, sera revendue à différents clients industriels sur la plateforme. La particularité de la région sud-ouest, Sud-Land et Pyrénées-Atlantiques, en fait, nous a permis de baser notre plan d'approvisionnement sur 3 types de ressources. Il y a d'un côté la biomasse forestière, donc issue des chantiers forestiers, des massifs forestiers et des exploitations forestières. Il y a ensuite la partie la plus importante du projet qui est en fait la partie agricole, qui elle est séparée en 2 parties. Il y a la partie paille de céréales d'un premier côté, donc elle c'est la paille de blé principalement. Et puis surtout l'innovation du projet en fait c'est la valorisation de la paille de maïs, la canne de maïs, qui elle aujourd'hui est peu ou pas valorisée sur les parcelles agricoles, qui retourne au sol en général pour fertilisants et retour de matière organique, et qui serait aujourd'hui potentiellement valorisée en partie pour des projets énergétiques comme celui-là. Pour mettre en œuvre notre projet, on a fait une campagne de test, on a financé une campagne de test sur l'hiver 2007-2008 sur le ramassage de la canne de maïs et voir comment techniquement et économiquement on pouvait valoriser la canne de maïs, l'exporter, la presser et ensuite la brûler sur une chaudière qui va produire de l'électricité et de la chaleur. Alors pour faire ça, Arvalis a fait toute une cartographie en fait de la région sud-ouest pour identifier un petit peu plus de 300 000 hectares de canne de maïs, donc ce qui en théorie répond largement à nos besoins, mais ce qui en fait après dans la pratique il y a un facteur d'acceptabilité auprès des entrepreneurs et des propriétaires qui lui en fait est plus on va dire socioculturel et qui nécessite pour nous d'aller chercher parfois bien plus loin pour avoir notre ressource. Donc ça c'est le premier point. Et le second point, c'est que pour exporter de la canne de maïs, ce qui n'était pas le cas auparavant, il faut le faire sans appauvrir le sol. Et donc pour faire ça, Arvalis a fait toute une série d'études sur notre campagne d'essai et nous a montré que globalement, l'idée du projet est de pouvoir valoriser la canne de maïs, on va dire 1 an sur 3 dans les mêmes parcelles. Les 2 autres années servent en fait à restaurer l'équilibre, on va dire écologique du sol, sans appauvrir le sol sur les 20 ans du projet. Sur la partie bilan CO2 du projet, notamment sur la partie approvisionnement, on a essayé de faire une sorte d'analyse du cycle de vie pour voir si le fait de ramasser la paille de maïs, de la presser, de la stocker, de la transporter, ne dépensait pas plus d'énergie que l'énergie qu'elle produisait une fois qu'elle brûlait. Donc en fait, les chiffres sont assez globalement satisfaisants, puisqu'en fait l'énergie qui est produite est bien plus importante que l'énergie qui est utilisée pour produire cette canne de maïs. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et l'idée c'est de limiter la distance de transport pour pas aller chercher à 300 km de la paille de maïs, parce qu'en fait le coût de transport déjà serait prohibitif, et en termes d'émissions de CO2, on serait dans un impact plutôt négatif. On économise quelque chose comme entre 100 000 et 150 000 tonnes de CO2. Donc au moment où on parle de changement climatique, c'est des chiffres qu'on retient fortement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au lieu d'utiliser du gaz ou du fioul, on va vraiment développer une filière, notamment avec la canne de maïs, qui sera pérenne si on la met en place de manière durable et surtout en partenariat avec la profession. Les agriculteurs ont réagi de manière assez diversifiée. Une bonne partie d'entre eux, globalement, ont accueilli le projet plutôt de manière volontaire et ont accepté de jouer le jeu sur la partie test qu'on a fait en 2007-2008. Il y a une partie d'entre eux qui sont plus réservés, qui attendent de voir, et ça on se rend compte qu'en fait ça dépend du profil de l'agriculteur en fonction de son âge, de la taille de son exploitation, s'il est partant sur de nouveaux projets ou pas. Dans la situation actuelle, la canne de maïs n'est pas valorisée, ou très peu. Ce qui fait que les agriculteurs la broient et la mulchent sur les parcelles pour un retour et un équilibre agronomique des sols. Mais dans une bonne partie des cas, la plupart des agriculteurs rajoutent à ça déjà des intrants et des engrais pour augmenter la fertilité des sols. On serait donc demain dans une situation où si le projet se fait, avec ces propriétaires-là, on va payer le prix de la paille de maïs à un coût supérieur
par rapport au prix qu'ils seraient obligés de payer eux pour ramener des intrants sur les parcelles. Mais disons qu'on passe pas d'une situation où il n'y a pas d'intrants et il y en a, parce qu'aujourd'hui la plupart des agriculteurs mettent déjà des intrants et des fertilisants dans leurs parcelles. Donc en fait c'est sûr que la proportion d'intrants risque d'être un petit peu plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais pour limiter ça, nous on s'est engagé à ne le faire qu'un an sur 3 dans la même parcelle, à ne prélever qu'à 10 ou 15 cm au-dessus du sol pour limiter cette proportion supplémentaire. Mais l'avantage c'est qu'en bout de chaîne, on a quand même un projet viable avec des énergies renouvelables qui, au lieu d'utiliser du fioul ou du charbon, vont utiliser de la paille de maïs. Donc globalement le cycle est plutôt positif. Ouais.